Bon, on va démarrer. Chers étudiants, chers amis et collègues, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue dans notre école Subdoco. Et merci d'avoir fait le déplacement pour assister à cette conférence consacrée à l'auto-entrepreneur. Une première conférence qui, je l'espère, sera la première d'une longue série, puisque l'école Subdoco s'est donné comme objectif et comme priorité de se positionner sur des questions liées à l'entrepreneuriat de manière générale et des questions également liées à l'innovation en particulier. Alors c'est également ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une question hautement actuelle, celle de l'auto-entrepreneuriat. C'est également une question qui engage un défi, un véritable défi pour les agents économiques, qu'ils soient des entreprises, des associations, les pouvoirs publics, ou encore les écoles ou les établissements d'enseignement. Ce que nous essayons, ou en tout cas ce à quoi nous allons essayer de répondre aujourd'hui, ou d'apporter des éléments de réponse, c'est autour de la question de l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire de quoi s'agit-il, quelles sont les procédures, les lois, les réglementations qui définissent ce nouveau régime ou ce nouveau statut d'emploi. Est-ce qu'il y a des opportunités? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients, etc. Qui incombent ou qui sont associés à ce régime? Donc, en ma qualité de modérateur et surtout nos chers conférenciers qui ont accepté à la fois spontanément et gracieusement d'apporter des réponses et des éclairages, comme nous le verrons tout à l'heure, sous différents angles, à la fois sur le volet fiscal, sur le volet économique, social, et également sur le volet plutôt affaires, entre guillemets, au business. Donc les réponses et les perspectives se croiseront donc pour apporter, ou disons pour couvrir cette question qui, me semble-t-il, nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire à plusieurs niveaux. Alors sans plus tarder, je vais présenter en quelques mots les conférenciers. À ma gauche, dans l'ordre de passage ou d'intervention, Monsieur Hamid Khouloud. Alors, M. Hamid Khouloud est directeur du Centre marocain de finances participatives Redois. Il endosse par ailleurs la fonction de président commission financement des entreprises et formation professionnelle. Et enfin, il est vice-président commission fiscalité du même établissement. À ma droite, tout à fait à ma droite, M. Hicham Raspaoui est directeur régional de l'ANAPEC. Et toujours à ma droite, à l'autre extrémité, M. Taufer Aboudia, qui est cofondateur et président-directeur général de Emerging Business Factory, jeune et prometteur incubateur dans le domaine des technologies digitales. Et je dois dire, le premier du genre dans la région, voire au Maroc. Alors tu me corrigeras après au besoin. Tout à l'heure, M. Hamid Khouloud m'a fait la remarque en disant « Vous avez oublié une fonction supplémentaire qu'endosserait M. Taufer Aboudia ». Donc je lui cède brièvement la parole pour énoncer cette deuxième fonction. Il est également le président de la commission économie digitale au niveau de la CGM, au niveau de la région Marrakech-Safi. Voilà, comme ça on est fixé et merci de l'avoir appelé. Alors sans plus tarder, mais vraiment sans plus tarder, je cède la parole à M. Hamid Khouloud, qui
développera un certain nombre de points. Et je vous invite dès à présent, pour ceux d'entre vous qui ont d'ores et déjà des questions à poser, de les noter, de bien les articuler, pour pouvoir gagner du temps par la suite, si jamais échange il y a entre le public et la scène. À toi, Monsieur Hamid. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Deuxièmement, avant de voir la présentation sur l'auto-entrepreneur, j'attire l'attention que cette conférence ne porte pas sur le fait d'être entrepreneur, mais sur quelque chose, c'est un nouveau régime fiscal. C'est-à-dire l'idée, la décision a été prise de créer une entreprise. Au lieu de créer une SARL, une SA, une personne physique, etc., il y a un nouveau régime fiscal, de nouvelles dispositions fiscales pour créer sa structure. Plus allégée, plus soft. Techniquement, comment et pourquoi, c'est ce qu'on va essayer de voir au niveau de cette présentation sous forme d'une vingtaine de questions-réponses. La première, qu'est-ce qu'un auto-entrepreneur? Tout simplement, juridiquement, de par la loi, c'est toute personne physique qui exerce en son nom personnel, à titre individuel, une activité indépendante basée sur sa propre force de travail, ses compétences, ou son savoir-faire, pour générer un revenu. Deuxièmement, quel est ce statut d'auto-entrepreneur? Le statut, c'est un statut simplifié par rapport aux différentes formes actuellement au niveau Maroc, au niveau des formes juridiques, des structures juridiques, la SARL, la SA, personne physique, etc. Ce statut permet de créer sa propre activité déclarée en s'acquittant d'une taxe unique socio-fiscale moyennant un plafond de chiffre d'affaires annuel, lié de 200 000 dirhams pour les prestations de services et de 500 pour les activités commerciales, industrielles et artisanales. Dans le cas d'une société conventionnelle, il y a ce qu'on appelle l'IS, il y a l'IR, il y a la taxe, il y a la patente, il y a. Dans le cas de l'auto-entrepreneur, il y a une seule taxe socio-fiscale et qui est calculée non pas sur le résultat, mais sur le chiffre d'affaires. De 200 pour les prestations de services et de 500 pour les activités commerciales, industrielles et artisanales. Alors, quelle est la cible prioritaire de ce statut d'auto-entrepreneur? Nous avons bien évidemment les étudiants, les lauréats de la formation professionnelle, ceux qui exercent des activités au niveau du secteur informel, les chômeurs, les apprentis et les porteurs de projets. Normalement, on est censé avoir deux profils. Le premier, ceux qui exercent déjà une activité, c'est l'informel, donc ils ont un savoir-faire et ils ont un portefeuille client. Mais ils ne peuvent pas facturer, ils ne peuvent pas contracter un prêt bancaire, ils ne peuvent. Tout simplement, ils sont dans l'informel. La deuxième, c'est normalement, entre autres, le cas des étudiants, dans votre cas, dans la majorité, c'est qu'ils n'exercent pas d'activité, donc il doit se faire une expérience, il doit se faire également un portefeuille client. Donc, pour les professions et les activités de prestation de services qui sont exclues. Quelles sont les activités? Puisque dans le cas de la philosophie de l'utilisateur, lorsqu'il a créé ce statut, c'est-à-dire tout le monde il peut avoir le statut d'auto-entrepreneur. L'inverse, à savoir, voici les personnes qui sont exclues. Et après, on pourrait dire, les autres qui ne sont pas exclus, ils sont éligibles. Et il a fait une liste exhaustive. Le pourquoi il est simple. Au-delà de voir la liste de ces personnes, c'est tout simplement pour qu'il n'y ait pas de fuite fiscale. Les gens qui ont déjà une société, les gens qui sont déjà dans une activité libérale, etc., il peut toujours se dire, je vais redevenir un entrepreneur, je vais payer un petit chouïa, une petite taxe, et je vais faire de l'évasion fiscale. Et c'est pour ça, le législateur, il a identifié un certain nombre d'activités qui sont exclues de ce champ. Entre autres, architectes, assureurs, avocats, éditeurs, experts comptables, etc., etc. Donc, c'est la liste. Si vous n'êtes pas dans cette liste, pharmacien, radiologue, opticien, etc. Or, ceux qui sont nominalement
cités dans cette liste, ils ont le droit de créer leur structure sous la forme du statut d'auto-entrepreneur. Les avantages. Quels sont les avantages d'être auto-entrepreneur? Les avantages sont les suivants. Premier point, c'est la fiscalité réduite. Au-delà du taux, qui est uniquement de 1% du chiffre d'affaires dans le cas des activités industrielles, commerciales et artisanales, et de 2% dans le cas des prestations de services, le principe de ne payer que sur ce qui est encaissé. Possibilité d'exercer l'activité au niveau de son domicile. Donc le problème de domiciliation. Pour créer une structure, dans le cas conventionnel, vous avez besoin de chercher un local, de louer un local ou d'avoir un local. Maintenant, soit vous avez un local, tant mieux, sinon vous pouvez le faire ou domicilier chez vous, ou bien au niveau des structures de domiciliation. Vous avez un interlocuteur unique, c'est-à-dire concrètement, pour créer actuellement, par exemple, le plus simple, nous avons des statistiques qui disent que 95% des structures nouvellement créées, c'est des salles. Donc c'est la forme la plus conventionnelle. Pour créer une salle, même si vous avez également ce qu'on appelle un interlocuteur unique, qui est le CRI, le Centre régional d'investissement, pour faire les démarches administratives de créer une entreprise, mais en réalité, le CRI n'a fait que mettre dans le même lieu les différentes parties prenantes. Les impôts, la CNSS, etc., etc. Et il y a, est-ce que ça a été fait, ça n'a pas été fait, est-ce que c'est plus facile de partir directement et de déclarer au niveau de la CNSS, etc. Maintenant, au niveau de ce statut, l'interlocuteur, c'est l'agence de Walid Marie, ou la Poste tout simplement. Donc, c'est un seul interlocuteur pour faire toutes les démarches administratives pour la création, qui sont extrêmement simples, on va le voir en détail. La procédure de création et de radiation est extrêmement simplifiée. Sur la création, nous pouvons dire également que la salle, c'est simple de la créer. Mais c'est extrêmement difficile de faire la radiation et de fermer une salle. Alors, pour le cas, au niveau du statut d'auto-entrepreneur, c'est extrêmement simplifié par rapport à des démarches online qui sont faites et nous allons voir le comment. La possibilité de facturation. Vous pouvez facturer vos prestations de services. Donc, la contrainte de la facturation ne s'oppose pas. Chiffre le cas de l'informel, vous pouvez également émettre une facture. Et la dispense de la tenue de la comptabilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir une comptabilité puisque vous payez uniquement sur le chiffre d'affaires encaissé. Ça, c'est extrêmement important également. Puisque, pour rappel, dans le cas d'une structure normale, ça, SA, vous payez par rapport au chiffre d'affaires facturé. Abstraction faite, encaissement, ou la maquette. Alors, les étapes de l'inscription. Concrètement, le mode opératoire, la feuille de route pour s'inscrire, je vous le lis, auto-entrepreneur. Étape 1, c'est au niveau de ce qu'on appelle le registre national d'auto-entrepreneur. Il s'agit de 2 documents. Le premier, c'est la CIN, ou la carte résident pour les étrangers. Le deuxième, une belle photo d'identité. Mais c'est nécessaire, cache-lina une belle photo d'identité. La deuxième étape, c'est le formulaire d'inscription. C'est un formulaire online. On remplit les informations de base. SMIA, KINIA, etc. Rien de spécial. La CIN, et la belle photo, puis on garde les informations nécessaires pour s'inscrire. Étape 3, c'est la validation d'inscription. Après examen, généralement ça se fait très rapidement, donc au niveau de l'administration, vous avez un OK et vous avez concrètement une carte qui s'appelle la carte d'auto-entrepreneur. Les agences opérationnelles, pour la partie opérationnelle, les agences, comme vous le savez, actuellement, ça fait un bout de temps, pour avoir son passeport biométrique. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Un site, vous alimentez les informations, vous imprimez le document, ce document, vous le déposez, mais en temps réel au niveau du site, vous voyez l'état d'avancement du passeport qui est au simple OK, vous vous déplacez, vous récupérez le document sur la base de ce que vous avez inscrit vous-même. Donc c'est le même raisonnement.
vous entrez dans un formulaire, vous inscrivez ces informations de base, vous n'avez besoin que de votre CIN, vous imprimez un document, vous le déposez au niveau de la poste, au niveau du site, vous avez un état d'avancement par rapport au financement de le document, vous vous déplacez au niveau de la poste, vous récupérez votre carte d'auto-entrepreneur. Donc, sur la partie délai, examen de la demande, généralement c'est 2 jours. La mise à disposition d'une attestation d'inscription, 3 jours. Et la délivrance de la carte, ça prend à peu près 10 jours. Par expérience, par rapport aux cas que nous avons accompagnés, c'est effectivement des délais respectés pour la simple raison que le process il est sous-traité à des intervenants, ce qui permet d'avoir la fluidité nécessaire. À quoi sert la carte? La carte, tout simplement, c'est le justificatif que vous êtes auto-entrepreneur. C'est-à-dire que la carte, c'est elle qui justifie que vous êtes effectivement un auto-entrepreneur. Et entre autres, la belle photo qu'elle fait faire. Donc c'est important de la voir. Alors, les critères pour devenir auto-entrepreneur. 1. Être marocain ou étranger résidant au Maroc. 2. Exercer individuellement une activité industrielle, artisanale, ou de prestation de services, ne faisant pas partie, qui met maintenant la fameuse liste des activités exclues. Exercer des activités dans le respect, bien évidemment, de la législation. C'est-à-dire, vous décidez de faire une activité X, oui, vous avez le droit, mais vous alignez sur la réglementation nécessaire sur cette activité. Allez, vous ouvrez vous vendez de la volaille. Il y a de la réglementation par rapport à l'hygiène, par rapport, il faut bien évidemment la respecter. Et la domiciliation de son activité. La domiciliation, une de ces contraintes qui se pose et qui se pose énormément au niveau du cas d'El Marrakech, elle n'est pas admise que pour une très courte durée pour les étrangers et quasiment extrêmement difficile pour les Marocains. Maintenant, avec le cas d'auto-entrepreneur, le problème il est résolu. Bien maintenant, vous pouvez domicilier votre activité chez vous. Là, comme c'est écrit au niveau de la loi, au niveau de centres de domiciliation. Centre de domiciliation, vous avez l'incubateur EBL, vous avez un certain nombre de structures qui le font sans aucun souci. Maintenant, domicilier chez soi ou là chez un incubateur, ça ne pose maintenant, dans le cas où il y a notre entrepreneur, aucun souci, parce que au niveau d'une société normale, la domiciliation dans un lieu, ça génère le calcul d'un certain nombre de taxes, et s'il y a un problème d'insolvabilité, la saisie, etc. Or, dans le cas de l'entrepreneur, il n'y a pas de saisie par rapport au domicile principal. Donc, on peut faire la domiciliation sans aucun souci à ce niveau-là. Alors, il y a par rapport à la partie domiciliation. Donc, soit au niveau d'un local professionnel, tant mieux vous l'avez. Sinon, s'il n'y a pas de local professionnel, au niveau de son lieu de résidence, au niveau d'un local commun pour plusieurs entreprises qui mettent les incubateurs, les espaces de coworking, etc., etc. Les ressortissants étrangers, le même principe, aucune différence par rapport les résidents. Est-ce qu'il est possible de cumuler plusieurs activités? Oui, on peut cumuler un certain nombre d'activités, mais le calcul, il y a le seuil, il y a le chiffre d'affaires éligible, se fait par rapport à l'activité principale. Les secteurs d'agriculture, ou la pêche, est-ce qu'ils sont éligibles? Non. Sur la loi, c'est clair, ces deux activités ne relèvent pas du statut d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'il y a des stratégies nationales spécifiques à ces deux secteurs. Comment distinguer les professions industrielles, commerciales, artisanales, prestations de services? Tout simplement, il y a la liste. C'est elle qui spécifie le périmètre de chaque activité ou la secteur d'activité. Alors, comment peut-on savoir est-ce que son activité est éligible? Je veux faire de l'infographie, je voudrais faire Donc, par rapport à ça, il y a également le même raisonnement
au niveau de la loi, du statut, il y a une liste des activités éligibles. J'insiste encore une fois que par rapport à cette première expérience, le législateur essaye de cadrer pour qu'il n'y ait pas d'évasion fiscale, d'activités déjà réglementées qui sont dans des statuts et qui migrent vers l'auto-entrepreneur. C'est pour ça, dans cette période de test, c'est cadré par rapport à une liste d'activités, par rapport à ce qui est exclu, qui n'est pas écrit, etc. Alors, pour les cotisations fiscales, donc comme on a dit tout à l'heure, c'est tout simplement 1% du chiffre d'affaires encaissé dans le cas des activités commerciales, industrielles et artisanales, et 2% du chiffre d'affaires encaissé pour les prestations de services. Et un des avantages par rapport à l'auto-entrepreneur, il est hors champ de TVA. Donc la problématique de la TVA ne se pose pas. Est-ce que je la facture, je la récupère, etc. Le problème ne se pose absolument pas. Et bien évidemment, je rappelle que l'auto-entrepreneur facture. Il fait une facture hors TVA qui est déductible pour les sociétés avec lesquelles il travaille. Le financement. Lorsqu'on est dans le secteur informel, donc on n'a pas de justificatif qu'on exerce une activité, même si on essaie de se développer, nous ne pouvons pas contracter des prêts. Nous ne pouvons pas, par exemple, une des casquettes qui n'ont pas cité pour le cas c'est offert par Odea. Ils sont preneurs, ils cherchent des entrepreneurs parce qu'ils sont dans le comité d'engagement de quelque chose qui s'appelle Réseau Entreprendre, qui donne des prêts d'honneur sans intérêt pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Or, si vous êtes dans la formelle, vous n'êtes pas dans la forme juridique qui peut, puisqu'il donne une structure. Avec l'auto-entrepreneur, le problème ne se pose pas. Donc c'est un des éléments pour ne pas dire, pour les banques à la rigueur, même si on est là, il y a d'autres critères. Non. Pour d'autres structures, les entreprendre un certain nombre de fonds d'investissement dédiés aux jeunes, la FEM, pour la FEM, effectivement, il y a la forme juridique et d'être dans le formel est extrêmement important. L'auto-entrepreneur et la facturation. On a dit oui, il peut facturer, mais en hors champ de TVA. Donc le souci de la TVA ne se pose pas. L'auto-entrepreneur, est-ce qu'il peut soumissionner au marché public? Oui, également. L'auto-entrepreneur, bon là, on ne peut bien évidemment pas postuler au marché public. Pour les structures conventionnelles, les SARL, etc., oui, on peut bien évidemment. Pour l'auto-entrepreneur, la réponse, elle est positive, mais avec ce qu'on appelle les bons de commande. Et dans tous les cas, c'est normal, pour la simple raison qu'un auto-entrepreneur, le seuil, les 200 000 dirhams pour les prestations de services et 500, il est géré uniquement avec l'administration, avec des bons de commande. Est-il possible de basculer le statut de l'entreprise classique, SARL, etc., vers l'auto-entrepreneur? Si oui, comment? Alors, la réponse, elle est non, puisque ce n'est pas possible de passer même ça. L'inverse, éventuellement, il est possible. Éventuellement, il est possible. Pour le cas contraire, le statut d'entrepreneur, c'est une mise en bouche. Découvrir le monde d'entreprise pour tester son business model, etc. Mais une fois que vous êtes sur ce seuil, vous passez à l'autre palier, les SARL, vous voulez recruter des gens, vous voulez développer, vous voulez prendre des prêts, vous voulez. Donc vous passez du statut d'entrepreneur vers les autres statuts conventionnels, SARL, FELRER, SPA et autres formes disponibles. Donc c'est effectif. Alors, comment sont traités les actes frauduleux relatifs aux déclarations de chiffre d'affaires? Puisqu'il est facile de dire oui, je ne fais qu'un chiffre d'affaires de 150, ou là, je n'ai jamais dépassé. Attention, au niveau du système fiscal marocain, ça commence de plus en plus à être un système verrouillé. Il y a la déclaration, il y a le télépaiement. Vous facturez aux gens. Ces sociétés, ils déclarent via le télédéclaration. Donc un recoupement, il est fait par l'administration fiscale qui permet de détecter les cas éventuels de fraude et qui sont, n'oublions pas, et c'est la première remarque que j'ai faite au départ, c'est un statut fiscal. C'est Bhal Sar, Bhal Aska, etc. Mais si on simplifie, c'est-à-dire le code général des impôts avec les sanctions prévues, il s'applique dans ce cas également pour l'auto-entrepreneur. Est-ce qu'il peut exercer une activité
sous un nom commercial. Bimana, c'est-à-dire auto-entrepreneur, smitik Mustafa, smitik Flan, tu peux par rapport à ton nom personnel. Or, c'est plus simple de facturer avec un nom plus design, plus révélateur par rapport à l'activité. Donc techniquement, comment? C'est tout simplement via l'Empic. Vous pouvez avoir un nom, une marque, vous pouvez déposer une marque et avec cette marque-là, vous pouvez travailler sereinement sans aucun souci. Mais bien évidemment, avec les mêmes seuils de chiffre d'affaires. Et merci. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Si Soufiane, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour participer justement à cet échange. Comme ça a été précisé par mon ami Hamid, donc ça porte plus sur le statut d'entrepreneur, donc c'est un nouveau statut juridique, plus que plutôt sur l'entrepreneuriat en tant que tel, en tant que choix délibéré pour les jeunes pour aller se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise. Donc aujourd'hui, c'est de la lumière jetée tout particulièrement, spécialement sur un aspect bien particulier dans l'entrepreneuriat qui est bien sûr donc, le statut d'entrepreneur. Je remercie mon ami Hamid qui a fait une autopsie très détaillée du statut de l'entrepreneur et qui me met, moi il me semble, mon ami, c'est chauffeur dans la difficulté parce qu'après son intervention, donc, pratiquement il a fait les 360 degrés par rapport à ce statut d'entrepreneur. Donc ma présentation, je vais essayer un peu quelque part, ça va être vraiment de la fixation des idées, d'accord, donc ce qui est venu dans votre présentation, et bien entendu, ça va venir aussi en complément. Donc je disais que si Hamid il a pratiquement fait une véritable autopsie du statut de l'entrepreneur, l'objectif aujourd'hui c'est qu'on sorte ensemble parfaitement informé de ce que c'est que le statut d'entrepreneur, quels sont les tenants et les aboutissants de ce statut, en quoi il est avantageux, en quoi il est intéressant, qu'est-ce qu'il offre comme opportunité, mais aussi, donc tout n'est pas en rose, il y a aussi quelques petites difficultés, il y a aussi quelques petites lacunes, il en reste encore donc des choses à faire, c'est important de les savoir, donc pour pouvoir, disons, être suffisamment sensibilisé et informer un peu sur le réel potentiel donc, de ce statut. Et si demain on décide de se lancer dans l'aventure de la création d'entreprise, donc il faut que ça soit fait de façon, même si c'est une aventure, il faut que ça se fasse aussi de façon réfléchie. Alors, voilà, j'avais pensé à commencer la présentation par justement une petite idée en disant que le statut d'auto-entrepreneur, c'est comme poster une lettre. Et après la présentation de Hamid qui a fait un peu, encore une fois, dans le tour de la question, c'est vraiment simple comme bonjour. C'est que pas de formalité, extrêmement souple, beaucoup d'avantages, pas trop de complications. Et tout de suite là, on est dans l'entrepreneuriat. Alors, tout premièrement, je reviens sur, encore une fois, le statut d'entrepreneur, c'est quoi? Mais c'est juste en fixation des idées qui ont été annoncées par mon ami, et nous retenons qu'un statut d'entrepreneur, c'est un statut légal offrant un cadre juridique et fiscal pour toute personne physique, je dis bien personne physique, qui a une activité économique génératrice donc justement de revenus, qui peut aller jusqu'à 200 000 dirhams pour tout ce qui est service et jusqu'à 500 000 dirhams pour tout ce qui est donc industrie, commerce ou artisanat. La liste des activités effectivement éligibles, non éligibles, il y a aujourd'hui une liste qui est exhaustive qui figure déjà sur un site dédié, effectivement, mais retenons ensemble quand même qu'aujourd'hui, toutes les activités qui sont réglementées, donc ils sont exclus donc, pour, disons, de l'éligibilité du statut d'entrepreneur. Alors, pour faire la promotion du statut d'entrepreneur, donc le législateur a mis en place donc 3 grands avantages d'appel, c'est ce qu'on appelle les avantages d'appel. Donc, je peux les citer, donc on parlera dans un premier temps d'une seule vraie taxe à payer, donc c'est l'impôt sur la société, ce qu'on paye, retenons donc 2 chiffres, soit 2% pour tout ce qui est service, soit 1% pour tout ce qui est commerce, industrie, artisanat, donc c'est uniquement une seule taxe, donc ça c'est un avantage
d'appel pour intéresser, pour ramener les gens, pour faire le choix donc d'aller dans ce statut. Nous n'avons besoin en fait que de la carte d'identité, ça a été dit par Hamid, pour créer son entreprise sous la forme de statut entrepreneur. Et bien entendu, donc troisième avantage intéressant, c'est que cette fois-ci, donc l'auto-entrepreneur pourra bénéficier d'une couverture sociale. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, à titre de mémoire, donc, le ministère de la petite et moyenne entreprise, chargé aussi donc, de l'intégration des secteurs informels, il a mis en place un site dédié pour justement donner toute l'information par rapport à son statut. Donc, il s'agit de ae.gov.no. Alors, le statut il est ce qu'il est. Maintenant, c'est important aussi qu'on partage un peu les éléments de contexte, comme on dit, pour savoir un peu les tenants de la chose. Donc, asbab nuzul, gérer le statut d'auto-entrepreneur. Donc, bien sûr, il y a des éléments déclencheurs, il y a des éléments qui ont fait que le législateur a pensé à ça. Donc, un des premiers éléments, c'est que aujourd'hui, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que annuellement, il y a 300 000 nouveaux arrivés sur le marché du travail. C'est important. C'est important à savoir parce que, au regard de la structure et du tissu économique du pays, chaque point de taux de croissance, il crée entre 25 000 et 30 000 emplois. Pas plus loin que ce matin, M. le ministre des Finances il avait annoncé que même le taux de croissance qui était annoncé initialement pour l'année 2006, qui était de 3%, donc il était revu à la baisse de 1,8% suite à l'année agricole qui est en train de s'annoncer difficile. C'est-à-dire que probablement cette année, nous ne serons que sur 1,5 à 2 points de taux de croissance. Cela veut dire que l'économie marocaine, donc, par cette structure, à peine elle créera entre 60 000, 100 000 dans les meilleures conditions. Cela veut dire qu'il reste encore sur le marché du travail quelques 200 000 nouveaux arrivés sur le marché du travail qui ne trouvent pas d'opportunité. Et donc, il fallait que le législateur pense à une solution justement pour les 200 000. Ça d'un côté. De l'autre côté, selon toujours les données des ministères de l'Industrie et de l'intégration de l'informel quand même est de quoi? Retenez qu'il y a 2,5 millions d'unités qui opèrent dans le secteur de l'informel, employant quelque chose comme 3 millions plutôt, 3 millions, et qui génèrent encore une fois 50 000 unités par an. D'un côté, nous avons 200 000 nouveaux arrivés sur le marché qui ne trouvent pas, de l'autre côté, nous avons un secteur informel qui a un emploi, d'accord? Et toujours dans ce secteur informel, retenez quand même que pratiquement 280 000 personnes travaillent dans tout ce qui est commerce. Et ça permet, donc juste à titre de mémoire, de faire vivre pratiquement 1,3 million de personnes en réalisant un chiffre d'affaires de 46 milliards de dirhams pour une rentabilité individuelle de 3 000 dirhams par personne. Donc face à ces données, le législateur, il était quelque part dans l'obligation de penser à une solution, à la fois répondre à la problématique de l'emploi des 200 000 donc, qui ne trouvent pas, mais aussi penser à une solution qui, au passage, pourrait intégrer et ramener les opérants dans le secteur de l'informel dans un statut qui est légal, qui est réglementé, ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, en tout cas, on n'est pas parti très loin. On est parti voir qu'est-ce qui se passe donc chez les voisins en France. On a vu que le 15 juin 2010, le gouvernement français a sorti une loi qui s'appelle la loi de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Ça s'est passé en 2010. En tout cas, ça a pris pratiquement 5 ans pour que cette loi arrive sur la rive marocaine. Et en tout cas, donc, l'UMRC est arrivé après 5 années, c'est pas grave. C'est une loi qui était la source d'inspiration donc législateur pour sortir justement cette fois-ci le statut auto-entrepreneur donc à la marocaine. Et c'était ça un peu les éléments qui ont fait que aujourd'hui il y a ce nouveau statut. Alors les spécialistes ils estiment que les candidats potentiels à adopter ce nouveau statut donc ils s'élèvent à quelques 2 millions de personnes. Et ce sont ces 2 millions de personnes qui peuvent dorénavant créer donc leur entreprise donc de façon facile, rapide et légale, tout simplement. Donc c'est facile, c'est rapide et c'est légal.
Donc ça c'est un peu des éléments de contexte comme ça pour savoir comment on a donc c'est bien de nous oublier de gérer le statut d'entrepreneur. Alors quelque part, encore une fois, donc une petite synthèse donc, de la présentation de C. Hamid. Donc, quels sont les mécanismes d'encouragement pour s'inscrire sur le registre des auto-entrepreneurs? Bon, un des mécanismes, c'est que aujourd'hui, donc, les personnes intelligentes sont dispensées de s'inscrire sur le registre de commerce. C'est important. Pourquoi? Parce que s'inscrire sur le registre de commerce en tant que tel, c'est déjà une entrave. L'idée grande entrave, c'est d'avoir justement une adresse ou domiciliée donc son activité. Et pour cela, donc vraiment, les acteurs donc, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils savent ce que représente. Parce que déjà, avoir un contrat de bail pour faire son entreprise, demain, quand tu par exemple, المول محل كتقول له يخليك راه بغيت نكري عندك تيقول لك با دو سوسي 4000 5000 ما كاين حتى شي مشكل ولا 3000 كتقول له راه بغيت ندير une entreprise, c'est non, je suis désolé, mais sinon, si vous voulez, donc tout de suite le loyer est multiplié par 3 ou 4. Pourquoi? Parce que derrière, il y a le risque que, avec le fonds de commerce qui va se développer, que donc il n'aura plus la main sur son bien. Deuxième mécanisme, c'est la dématérialisation des procédures. Donc ça a été dit, effectivement, aujourd'hui, pour que ce soit donc la déclaration ou la cession d'activité ou de la radiation. Donc tout ça se fait à distance, donc avec un simple clic. Bien entendu, à cela s'ajoute l'assouplissement des contraintes de domiciliation, c'est de ça qu'on parlait. Aujourd'hui, donc l'auto-entrepreneur peut tout simplement utiliser son lieu de résidence comme adresse, qu'il soit propriétaire ou locataire. Donc, et bien entendu, un deuxième mécanisme d'encouragement, c'est justement cette couverture sociale qui jusque-là donc qui n'était pas à la portée donc, de toutes les personnes qui travaillent donc, de façon indépendante. Alors, en complément à tout ce qui était dit par si Hamid, ce que j'ai essayé de faire, c'est de repérer donc, justement les éléments qui peuvent enrichir cet échange comme ça pour avoir une idée plus claire. Maintenant, oui, je crée mon entreprise et demain, la radiation des registres de statut des entrepreneurs, donc elle survient suite à quoi? Donc, la radiation des registres nationaux des entrepreneurs peut être faite à l'initiative des organismes gestionnaires suite à 4 situations. Si on déclare un chiffre d'affaires annuel supérieur de 10% à l'un des deux cercles, sur 500 000 ou 200 000, si l'auto-entrepreneur n'informe pas l'organisme chargé de l'atelier de registre national du changement d'adresse. La radiation peut aussi se faire si le chiffre d'affaires annuel pendant les 2 années consécutives est supérieur à l'un des deux C, ou encore en cas de non-déclaration des chiffres d'affaires ou des bilans, ou un bilan nul pendant l'année suivant l'inscription. Bien entendu, le dépassement, ou plutôt dans les excès des 200 000 et des 500 000 dirhams, donc il ne faut pas voir ça comme étant une contrainte, c'est le contraire, c'est une opportunité pour pouvoir démarrer son entreprise, mais sans pour autant qu'il y ait donc, beaucoup d'entraves législatives ou réglementaires. Donc si demain on dépasse le chiffre d'affaires qui est fixé donc, au niveau du C et qu'on est radié, c'est au contraire, c'est toujours quelque chose de positif, parce que demain, je pourrais basculer vers une autre forme d'entreprise. Pourquoi? Parce que je suis mieux préparé pour être dans une forme juridique plus structurée, on peut dire ça. Alors, oui, l'auto-entrepreneur, effectivement, donc il est hors champ de TVA. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il peut facturer, mettre sur ta facture, le TTC qui est le même, qui est aussi donc le montant, disons, aussi ainsi. Enfin, il faut mettre sur la facture le montant TTC qui est bien sûr donc, le montant classique. Et il doit rajouter sur sa facture TVA non applicable. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les achats se feront bien sûr en TTC et que la TVA ne sera pas récupérable. Alors, bien entendu, l'auto-entrepreneur peut se
se trouver dans une situation où il est surendetté ou qu'il a donc des dettes qui naissent certainement donc de son activité. Et donc là, on se pose la question, si demain je suis dans une situation problématique de ce genre, est-ce que j'aurai des problèmes par rapport donc, à mon domicile où j'ai émis mon adresse d'entreprise? Alors la loi par rapport à ça, elle est rassurante, elle est claire. Donc la loi, elle interdit toute action judiciaire pour vous porter sur le domicile, ça a été dépassé. Maintenant, la TVA, l'auto-entrepreneur est exonéré de la TVA, il est exonéré aussi de l'impôt sur les sociétés, mais qu'en est-il par rapport à la taxe professionnelle? Alors la taxe professionnelle par contre, elle est, ou l'auto-entrepreneur, il sera assujetti à la taxe professionnelle à partir de la 5e année d'activité. Ça, c'est important à savoir. Alors là c'est intéressant. Est-ce que l'auto-entrepreneur peut créer plusieurs activités? Retraités, salariés d'entreprise, est-ce qu'ils peuvent créer leur business dans le cadre des statuts entrepreneurs? La réponse est tout à fait affirmative, oui. Un salarié peut créer son activité auto-entrepreneur à une seule condition, que son contrat de travail n'interdit pas ça. Et donc, une même personne physique ne peut créer qu'une seule auto-entreprise. Par contre, il peut cumuler plusieurs activités. Même étant étudiant, donc on peut, en tant que freelance, aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants qui sont déjà dans le freelance, surtout dans le domaine du développement d'éléments informatiques, et demain, ils peuvent carrément facturer leurs prestations étant étudiants. Quelqu'un, donc un freelancer par exemple, qui fait des développements, qui fait un chiffre d'affaires de, disons, 180 000 dirhams, il n'a qu'à payer que 3 600 dirhams, on va pratiquement dans la légalité, il donne sa facture, règle la question de chez le Alors, on a dit que c'est possible pour le salarié de créer son auto-entreprise, mais attention, si demain cette activité, elle concurrencie celle de mon employeur, faites attention. Donc il ne faut pas que l'activité de mon auto-entreprise soit faite dans le même domaine d'activité de l'entreprise. Il ne faut non plus pas travailler avec les clients de l'entreprise, sinon, là, nous sommes en train d'enfreindre la bonne foi contractuelle, et à ce moment-là, donc, il y a bien sûr, donc, on est affronté au risque de licenciement pour faute grave. De façon générale, ce qu'on recommande par rapport à ça, c'est que même s'il ne s'agit pas d'une activité concurrente pour l'entreprise, donc mon employeur, je dis, voilà, écoutez, donc je veux me lancer dans cette aventure, je veux créer mon entreprise par rapport à ça, par rapport à cette activité. C'est toujours intéressant donc, de partager, même si l'activité n'est pas concurrente à l'activité principale. Alors, la déclaration des chiffres d'affaires, elle peut être faite soit mensuellement, soit trimestriellement, chez les bureaux du Mairie du Maghreb. Et par rapport justement aux pistes de financement, aujourd'hui c'est un nouveau statut, bien entendu. Théoriquement et dans le futur, ce nouveau statut permettrait aux banques de lancer des lignes de crédit adaptées à cette population. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de la petite et moyenne entreprise et de l'intégration du secteur informel est en train de mener donc, des concertations avec les professionnels, avec les systèmes bancaires, pour qu'il y ait donc des produits adaptés pour cette catégorie. Alors, comme je vous ai expliqué, tout n'est pas en rose, il reste quand même donc des questions, il reste encore donc des choses à clarifier. Déjà, le fait d'accéder aux bons de commande pour les entrepreneurs n'est pas aussi facile, n'est pas aussi automatique que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a certains éléments d'abord à régler. Pourquoi? Parce que déjà, il faut justifier les documents d'exonération de la TVA pour pouvoir facturer, parce que sinon la facture ne sera pas recevable. Moi, je suis dans le public, je sais que le trésorier, comment les finances, comment ils se comportent, le trésorier payeur représente le ministère des Finances, comment il pense, et si demain vous présentez une facture qui n'intègre pas le TVA, vous devrez absolument justifier le document d'exonération de la TVA pour que la facture soit recevable. Ça, c'est un. Aujourd'hui, donc, je viens de recevoir donc, un mail par rapport donc, à la nouveauté, c'est la loi de finances. La loi de finances aujourd'hui, elle a été publiée dans la loi de finances, par rapport à 2016, et on parle de
l'indicateur commun d'entreprise. Et toutes les factures doivent aujourd'hui, dorénavant, contenir l'indicateur commun ou l'indicatif commun d'entreprise. Sinon, la facture ne sera pas recevable. Et pour récupérer cet identifiant commun d'entreprise, il faut aller sur un site qui est spécialement fait pour ça, ice.gov.ma. Moi, j'ai fait l'exercice moi-même tout à l'heure, mais malheureusement, pour avoir l'identifiant, il faut entrer le numéro de la CNSS, le numéro de registre de commerce et ainsi de suite. C'est-à-dire tout simplement qu'aujourd'hui, l'auto-entrepreneur aura difficulté à récupérer donc l'identifiant commun d'entreprise. Et avec ça, malheureusement, encore une fois, peut-être, ça c'est important, peut-être que même la facture de l'auto-entrepreneur risque de ne pas être recevable même par l'entreprise. Parce que sinon, elle n'est pas déductible. Elle n'est pas déductible, tout à fait. Donc aujourd'hui, il y a une obligation que la facture doit contenir donc l'identifiant commun d'entreprise. Mais c'est un élément donc, qui sera bien sûr traité, en tout cas aujourd'hui c'est un élément, parce que c'est celui que récemment qu'on parle de l'identifiant commun d'entreprise, certainement le législateur trouvera la solution à ça. Le régime, nous avons parlé donc du régime de couverture sociale, mais en fait, dans la réalité, c'est qu'il est toujours en cours de finalisation, donc il n'est pas encore opérationnel. Il est prévu a priori que l'auto-entrepreneur disposera d'une couverture sociale pour lui-même, pour sa famille et même d'un régime de retraite. D'accord ? Aujourd'hui, les discussions sont en cours pour que les entreprises soient introduites dans le régime social des indépendants. Et par rapport à ça, déjà, le ministère de la Santé est en discussion avec le ministère de la petite et moyenne entreprise pour que les auto-entrepreneurs puissent bénéficier donc, de l'assurance maladie des indépendants. Et que cela puisse... L'objectif, c'est que sortir les textes de loi à partir du début de 2016. Et aujourd'hui, les discussions, c'est déjà par rapport au montant à cotiser par les auto-entrepreneurs pour pouvoir bénéficier de ce statut. Alors, il faut savoir aussi que les conventions qui viennent d'être signées, Nabil, le ministère de la petite entreprise, le GPBM, le groupement professionnel des banques, et l'association professionnelle des sociétés de financement pour encourager le développement des produits financiers adaptés. La convention cadre, elle est là. Les produits adaptés, ils ne sont pas encore là, mais tout de moins, la réflexion elle est engagée et la mobilisation elle est faite. Peut-être d'ici la fin de l'année, il y aura donc la possibilité pour bénéficier des crédits ainsi de suite. Mais comme ça a été précisé par Hamid, aujourd'hui il n'y a pas que les options, les procédures de financement banque, il y a des pistes de financement donc alternatives. Voilà, je pense sur ça, donc je termine ma présentation, je vous remercie. Bonsoir tout le monde, je remercie tous les gens qui sont présents ce soir, je remercie Hamid et Hicham d'avoir enrichi cette séance par leur savoir, et je remercie Soufiane au nom de Sud-Deco d'avoir préparé, d'avoir pensé à divulguer ces informations qui sont pour nous critiques, pour nous EBF, pour nous entrepreneurs, pour nous sociétés. Il est très difficile de parler après ces deux jeunes gens, c'est impossible. J'avais prévu 5 à 10 minutes, je pense que je peux abrécher à 2 à 3 minutes. Je dirais que j'ai des questions à toutes vos réponses, et je ne parlerai que 2 ou 3 petites notes que j'aimerais partager avec vous d'une manière très subjective. En fait, tout à l'heure, c'est Hamid, avec le sourire, il a dit que pour devenir auto-entrepreneur, on avait besoin de 2 choses. Si vous vous souvenez, c'est une CIM et une photo. Belle. Peut-être sans barbe. En fait, il y a un 3e élément qui manquait. C'est, mais je pense que ce n'était pas une omission, c'était juste pas le contexte, c'est un potentiel à vendre. Auto-entrepreneur ou salarié, il est impossible de penser à joindre ou à rejoindre le monde professionnel sans avoir un potentiel à vendre. Alors si vous avez ce potentiel-là, je sais que les 2 premiers éléments sont déjà acquis, il vous reste
qu'à aller remplir ce formulaire et partir dans une nouvelle démarche qui peut-être jusqu'à présent n'a pas été prononcée, je ne sais pas, par manque d'honnêteté ou par, on va dire, orthodoxie. Moi, ayant été dans la direction d'une société ou de deux, quand j'ai reçu l'information d'auto-entrepreneurs, je me suis dit, mais c'est génial, au lieu de recruter des gens, je peux tout simplement les payer. Les payer en tant que société externe. Il peut être à l'intérieur de l'équipe, il peut prendre un espace, mais pour moi, c'est une entité externe. Et donc, dans ce sens-là, je prends moins de risques. Donc, éventuellement, si demain vient chez moi, dans ma structure, me demander l'une des deux options, voilà, j'ai du potentiel, j'aimerais que tu me prennes. Par anticipation, je n'ai pas fait d'appel d'offres, je n'ai pas fait une annonce de travail. Si quelqu'un vient avec un vrai potentiel, mais il ne mesure pas encore quel est l'impact de son intégration dans l'équipe, et il me pose ces deux options sur la table, je pense que je tarderai d'1 mois, voire 3, à analyser son CV pour créer son poste éventuellement parce qu'il a un vrai potentiel, mais je réfléchirai nettement moins s'il vient avec un statut établi, une autonomie, une prise de risque partagée. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai voulu parler d'orthodoxie, parce qu'en fait les entrepreneurs, dans une version plus noble, ils ne se posent pas cette question, ils pensent à devenir encore plus grand et donc recruter plus de potentiel, plus de monde. Mais voilà, je pense que dans un métier comme le mien aujourd'hui, je parle du métier du web, je parle du métier digital, on est arrivé à faire quelque chose de très très sympathique. On peut accéder à nos locaux, voir une équipe travailler, et ne pas pouvoir créer essayer de détecter les frontières qu'il y a entre les entités juridiques qui sont là. Donc, j'invite tous les jeunes qui ont plus ou moins ce soir ou avant, mais en tout cas ce soir, complété leur information sur l'auto-entrepreneuriat, de réellement mesurer cette démarche-là. Elle est hautement favorable. Le deuxième sujet, c'est que voilà, l'auto-entrepreneur, c'est exactement une phase comme le stage de pré-embauche. Une fois on l'a réussi, évidemment, on passe directement à l'industrialisation. Enfin, on pense d'abord à ce recul que je fais en tant qu'auto-entrepreneur et je me dis que je peux gagner plus. J'en vois balader le seuil des 20 000 ou des 500 000, enfin 200 000 ou des 500 000. Je veux gagner le double, je veux gagner le triple. Je prends ce recul, je dois recruter une deuxième ressource, une troisième ressource, si éventuellement elle n'est pas auto-entrepreneur, et je vais vers des chiffres ou vers des aventures beaucoup plus grandes. À ce moment-là, évidemment, ce cadre étatique, il est abandonné, mais pour quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, c'est une aventure qu'il faut mesurer, et pour la mesurer, rien ne vaut le principe de mon ami Al-Had, qui est l'agilité totale. En toute agilité, on teste, on essaye. Est-ce que ce potentiel est réellement désirable? Est-ce que ce potentiel est réellement vendable une fois, 2 fois, 3 fois? Si on commence à sentir que le seuil va être dépassé, je pense que c'est un faux problème. Donc, en dehors de ça, je ne sais pas si je peux aller plus loin. Tout ce qui a été de l'ordre technique ou politique a été généreusement défini par mes collègues. Merci. Avant donc de vous libérer et de vous remercier également, j'aurais souhaité remercier encore une fois très chaleureusement nos 3 conférenciers de premier choix. Et je m'en réjouis, moi le premier, de les accueillir aujourd'hui dans les locaux de Sultoco. Donc encore merci à Hamid, Tofer et Hicham pour leur contribution, pour leur rapport
à cette conférence concernant l'auto-entrepreneuriat. Je tenais également à remercier toutes les personnes ici présentes. Encore une fois, toujours pas évident de faire le déplacement le soir, surtout par ce froid glacial. Donc encore merci à vous de nous avoir accompagnés donc, tout au long de cette conférence. J'en profite pour remercier également les gens qui ont organisé, qui m'ont aidé un petit peu à mettre en place cet événement. Mouna, que je vois sourire donc, depuis la scène, à côté Mariam, je suis sûr certain que je vais en oublier pas mal. Il y a Kautar, Atladi, Tofer et les autres. Donc pas mal de personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la mise en place de cette conférence. Je tiens à remercier, ouais, tu ne peux pas te déplacer, je sais, notre vidéaste Mustafa, qui encore une fois, grâce à lui, on va pouvoir diffuser cette rencontre sur Internet. Et donc pour les retardataires ou pour les personnes qui n'ont pas pu se libérer pour assister à cette conférence, ces personnes-là pourraient éventuellement voir la conférence en différé. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié d'essentiel du moins. Donc une invitation ouverte à tout le monde de nous retrouver à Sud-Deco pour un prochain événement consacré à l'auto-entrepreneuriat, ou de manière générale à l'innovation, donc très très prochainement. Encore merci à tous et à très vite.